Histoire de voir, Histoire au pluriel, en direct tous les mardis de 13h à 14h ou en différé sur laclédesondes.fr. Le crâne de Goya. Nouvelle chronique dans notre émission Histoire de voir, Histoire au pluriel. Comme annoncé dans le titre, la grande histoire avec un grand H est traversée d'histoires multiples qui la pimentent aussi et lui donnent toute sa chair. Nous vous invitons à lire, consulter, voir ou écouter cette nouvelle anecdote où est passé le crâne de Goya. Francisco Goya nous est familier à Bordeaux. Nous connaissons tous l'Institut Cervantes situé cours de l'Intendance. Ce fut la dernière demeure du peintre. Goya y est mort dans ses appartements du 3e étage, puis fut enterré au cimetière de la Chartreuse. Francisco José de Goya y Lucientes, dit Francisco de Goya, est né en 1746 à Fuente Todos, près de Saragosse. 10 ans avant Mozart, 24 ans avant Beethoven. Introduit à la cour du roi grâce à son beau-frère, Francisco de Goya rejoint Madrid en 1775 pour y travailler à la fabrique royale de tapisserie. Il réalise 2 ans plus tard son premier chef-d'œuvre, l'Ombrelle. La renommée qui découle de ces séries de cartons lui offre la célébrité et le titre d'académicien de mérite en 1780. Il est ensuite nommé peintre attitré du roi d'Espagne en 1786. À ce titre, 1 an plus tard, il peint le tableau « La famille de Charles IV ». Ce sera une de ses dernières commandes officielles. Goya a déjà 46 ans quand éclate la Révolution française. Fin 1792, il est brutalement atteint de surdité. Goya alors réalise une série de gravures, une satire de la société espagnole de la fin du XVIIIe siècle, Los Caprichos, entre 1793 et 1798. Cette révolution française a des conséquences politiques et culturelles importantes en Espagne. Les Illustrados, qui partagent les idéaux des philosophes français, sont pourchassés par la monarchie et l'Église et son Inquisition. Goya se sent proche de ses peintres et artistes. C'est un homme à cheval sur 2 siècles et de fait son œuvre connaît un parcours diversifié et abondant. Précurseur de l'art contemporain, Goya fut admiré de son vivant pour ses gravures et c'est aujourd'hui une figure reconnue de la montée en puissance du romantisme. En 1800-1803, il présente 2 tableaux, les Majas, modèle inspiré de son hypothétique aventure avec la duchesse d'Albe. Dans le premier, habillée, elle apparaît allongée, lascive sur un lit. Le second, dans la même position, mais nue. Les 2 femmes assumant leur position nous défient du regard. Cela provoque un scandale chez les réactionnaires espagnols. Et ils sont nombreux. Ce tableau hantera et inspirera en 1863 Édouard Manet, qui reprendra ce thème de la nudité en représentant dans son tableau une prostituée qui nous regarde entrer comme elle regarde entrer ses clients allongés, insolente, assistée par une domestique noire, esclavage, et d'un chat noir, le diable. C'est le tableau Olympia, une huile sur toile imposante, visible au musée d'Orsay. Cette toile, à son tour 64 ans après, provoque le scandale entre les anciens et les modernes, peintre pour le moins transgressif. Revenons à Goya, qui après ces scandales se tourne vers des termes plus personnels. Scènes dramatiques, lugubres ou fantastiques, tauromachie, brigands et assassins, fous, cannibales, diables et sorcières agitent ses dessins et travaux de peinture. L'invasion de l'Espagne par les troupes de Napoléon sera l'occasion à partir de 1808 de commencer son travail sur les désastres de la guerre. Une dénonciation de la guerre, des violences, des crimes et qui reste toujours une charge symbolique atemporelle. L'autre chef-d'œuvre de Goya, c'est le tableau 13 des Maillots ou la fusillade, peint en 1814 et que l'on peut admirer au musée du Prado à Madrid. Une vision sombre et brutale de la répression militaire contre les résistants espagnols, représentés tous alignés dos au mur, fusillés par des soldats dont on ne voit pas les visages. Goya immortalise ainsi la bravoure et le sacrifice de ses résistants.
Dans la nuit du 2 au 3 mai 1808, les troupes napoléoniennes de Joachim Murat, en représailles pour venger la mort de soldats français, exécutent plus de 400 combattants espagnols faits prisonniers au cours de la bataille. Le sujet de la toile, sa présentation ainsi que l'émotion qu'elle dégage font de cette peinture l'une des représentations les plus connues de la dénonciation des horreurs liées à la guerre. Elle marque une rupture et diverge des représentations traditionnelles de la guerre dépeinte dans l'art occidental. Elle est reconnue comme l'une des premières toiles de l'ère moderne. Certains la qualifient de l'œuvre révolutionnaire dans tous les sens du terme, par son style, son sujet et son intention. Goya, dans ses œuvres, va célébrer la résistance du peuple espagnol qui harcèle les armées de Napoléon. Cette stratégie populaire prendra un nom, la guérilla. La défaite de Napoléon en Espagne et le retour de Ferdinand VII sur le trône s'accompagnent d'une grande vague de répression contre les libéraux. Goya, désespéré, décore de peinture noire à Madrid sa propriété, la Quinta del Sordo, la maison du sourd. Une œuvre que certains qualifient d'expressionniste, tant la violence du mal y est représentée. Goya se réfugie à Bordeaux. Histoire de voir, histoire au pluriel, en direct tous les mardis de 13h à 14h ou en différé sur laclédesondes.fr. Nous abordons la seconde partie de notre chronique, c'est Goya à Bordeaux, et la question c'est où est passé le crâne de Goya. Partie 2. Fuyant l'absolutisme et l'inquisition espagnole, Goya se réfugie à Bordeaux les 4 dernières années de sa vie, avec sa compagne Léocadia et leur petite fille de 10 ans, Maria de Rosario. Après 2 longues semaines d'agonie, il meurt dans la nuit du 15 au 16 avril 1828 à l'âge de 82 ans des suites d'une attaque cérébrale au 3e étage de l'Institut Cervantes. Le jour de sa mort, ce 16 avril 1828, il est inhumé quelques jours plus tard au cimetière de la Chartreuse. Rien n'indique la découverte 60 ans plus tard à l'ouverture de son cercueil que le fameux Pintor n'a plus de tête. Depuis, son crâne joue à cache-cache sur les bords de la Garonne. Dernière apparition retenue en 1955 au marché aux puces de Mériadec. Ce serait donc un corps sans tête qui repose à Madrid, car lors de l'exhumation du corps en 1888 au cimetière de la Chartreuse, on fait cette découverte macabre. Le crâne du peintre ne se trouve pas attaché au corps, et Goya perdit la tête. Si on ignore les circonstances exactes de la disparition du crâne, plusieurs hypothèses ont été avancées, avant sa réapparition supposée au milieu des années 50 chez un brocanteur des puces de Mériadec, bien avant que le quartier soit réhabilité. Selon une première hypothèse, il semblerait que Goya, avec l'accord de sa femme, ait légué son crâne à la science par l'intermédiaire d'un médecin spécialisé dans la phrénologie balbutiante. Paul Broca, 1824-1880, médecin, sera l'inventeur quelques années plus tard de l'anthropométrie crâniale déterminant les capacités mentales et intellectuelles des personnes étudiées, faisant la libre assumée du racisme et du sexisme, voir le guide du Bordeaux colonial en page 162. On pense à l'époque que le caractère, la race, l'intelligence d'une personne sont identifiables à la forme de leur crâne. De nombreuses études sont menées sur des ossements afin d'étudier aussi l'origine, petit point d'interrogation quand même, du génie de certains artistes. Une autre hypothèse serait que Goya, souffrant de surdité aux causes non identifiées et qui l'avait affecté brutalement à l'âge de 46 ans, ait autorisé son médecin à prendre son crâne pour étudier sa maladie. Ces hypothèses médicales sont confirmées par un acte officiel déposé par le docteur Gaubric, anatomiste bordelais, réputé par ailleurs proche de Léocadia, la compagne de Goya, retrouvé dans le cercueil du peintre, prouvant 60 ans plus tard l'empreinte de la tête. Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, le crâne jamais remis en place a dû finir dans les locaux de la faculté de médecine de Bordeaux, stocké pendant plusieurs années et selon de fortes probabilités être détruit, jeté et bel et bien disparu.
Pourquoi ne pas s'imaginer qu'il fut donné, vendu à un cabaret comme décoration ou souvenir ? D'après les habitués, ce cabaret espagnol était situé en face de l'école de médecine. Le Sol y Sombra, nommé ainsi en référence aux arènes espagnoles, séparées entre partie à l'ombre et partie à la lumière. Chacun connaissait la passion du peintre pour la tauromachie. Le cabaret pouvait ainsi rendre hommage à Goya, fervent admirateur de corrida. L'Estaminet, situé donc près du marché des Capucins, les Capus, pour les Bordelais, était déjà à l'époque un quartier très populaire où la présence des réfugiés espagnols très nombreux pour fuir le franquisme et sa misère n'empêchait pas la jeunesse bordelaise de venir s'y encanailler autour d'un spectacle de flamenco tout en y dégustant une soupe au fromage à 2h du matin. C'est donc ainsi qu'aurait atterri entre soleil et ombre le crâne de Goya, toujours salué par les habitués du lieu, qui venaient festoyer sous l'œil et le regard de l'illustre maître. À la fermeture du cabaret, suite à une sordide affaire de meurtre, les biens et décorations du lieu furent vendus au marché aux puces de Mériadec, là où le crâne est aperçu dans les années 1950. Si cette piste est la bonne, qu'est devenu le propriétaire ? Avis aux héritiers du crâne et fin de la seconde hypothèse. Cependant, ces deux pistes n'expliquent pas une troisième hypothèse. Comment se fait-il que plusieurs années avant l'exhumation du corps, un autre artiste espagnol ait peint le crâne de Goya ? En effet, un tableau au dos duquel on peut lire « Crâne de Goya » par Fierros, 1849, tableau qui fut retrouvé chez un antiquaire. Alors Dionysos Fierros, 1827-1894, aurait donc été en la possession du crâne au moins assez longtemps pour pouvoir en faire une reproduction sur toile. D'après les recherches de ce côté, ce peintre avait un fils, un ancien étudiant bordelais qui, lors de ses études de médecine, se serait servi du crâne pour son apprentissage et aurait fini par l'emmener avec lui, le crâne ayant ainsi servi de modèle à son artiste de père. Et le dit crâne finit perdu, fracassé. Fin de la troisième hypothèse. Toujours est-il qu'à travers l'histoire de ce crâne, l'intention voulue ou pas nous renvoie à ce genre de peinture appelé les vanités. Ce style est né au XVIIe siècle aux Pays-Bas, à l'aube du protestantisme, et se veut une représentation allégorique de la fragilité de la vie humaine et de la fatuité de ce à quoi l'être humain s'attache durant celle-ci. Vanité des vanités, et tout est vanité, comme on le dit dans l'Ancien Testament. Si cette histoire reste en suspens, nombreux sont ceux qui espèrent pouvoir un jour retrouver ce crâne sur lequel le nom du peintre serait inscrit. Cette histoire a aussi fait l'objet d'un documentaire réalisé par Samuel Alarcón, Obscuro Ilusientes, inspiré par l'histoire que lui avait raconté son père. Le documentaire date de 2018, il retrace à la manière d'une vraie enquête le mystère qui pèse autour de cette disparition. Sur la clé des ondes, Histoire de voir, histoire au pluriel tous les mardis de 13 à 14h.